En Italie, Giorgia Meloni a prêté serment devant le président Sergio Mattarella. La dirigeante d'extrême droite devient la première femme de l'histoire à diriger l'exécutif italien. L'armée ukrainienne progresse au sud dans la région de Kherson. En mer Noire, le président Zelensky accuse la Russie de retarder 150 navires chargés de céréales. Deuxième journée de sommet européen sur l'énergie. Les 27 ont su préserver les apparences d'une Europe unie, mais l'Allemagne refuse de plafonner les prix du gaz. L'Italie entame un nouveau chapitre de son histoire. Giorgia Meloni arrive au palais du Quirinal à Rome, tandis que ses ministres patientent. Vainqueur des élections fin septembre avec son parti post-fasciste Fratelli d'Italia, qui a recueilli 26% des voix, la nouvelle première ministre pénètre dans le palais accompagnée du président Sergio Mattarella. Sous les ors de l'ancienne résidence des papes et des rois, elle est la première à prêter serment, jurant fidélité à la République, aux lois, à la Constitution et à la nation. Ses partenaires de coalition, nommés vice-premier ministre, la suivent. Antonio Tajani, leader de Forza Italia, et nouveau ministre des Affaires étrangères aux orientations pro-européennes et atlantistes. Vient ensuite Matteo Salvini, le leader de la Ligue, populiste d'extrême droite, qui doit se contenter du portefeuille des infrastructures, lui qui convoitait l'intérieur. Sur 24 ministres figurent seulement 6 femmes, cantonnées à des postes mineurs. La passation de pouvoir avec Mario Draghi se tiendra dimanche matin et sera suivie du premier conseil des ministres. Des exportations de céréales ukrainiennes délibérément retardées, telle est l'accusation lancée par Kiev à Moscou. Malgré un accord conclu en juillet dernier pour la reprise des exportations, selon le président ukrainien, plus de 150 navires sont actuellement bloqués sous contrainte russe et ne peuvent approvisionner la Chine, le Bangladesh, l'Irak, le Liban ou encore les pays du Maghreb. À cause du ralentissement des livraisons provoquées par la Russie, 3 millions de tonnes de nos denrées alimentaires n'ont pas pu être exportées. Cela équivaut à la consommation annuelle de 10 millions de personnes. Volodymyr Zelensky s'est par ailleurs félicité des bons résultats de son armée. Celle-ci poursuit sa progression dans le sud, en particulier ici, dans la région stratégique de Kherson. Selon la présidence, plus de 30 blindés russes y ont été capturés et 88 localités reprises. De leur côté, les autorités russes qui poursuivent les évacuations de civils vers l'est accusent les forces ukrainiennes d'avoir provoqué la mort de 4 civils, dont 2 journalistes, lors d'un bombardement nocturne sur un pont de Kherson. Kiev a démenti avoir mené cette frappe. C'est la dernière image de la reine vivante. Liz Truss, tout juste désignée première ministre britannique, était reçue par la souveraine. 44 jours et une démission plus tard, la dirigeante a créé une agitation politique sans précédent au Royaume-Uni. Que doit-il se passer maintenant? Au niveau britannique, il doit y avoir des élections générales. C'est une nécessité démocratique. L'idée que les conservateurs peuvent s'unir derrière un Premier ministre maintenant, n'importe quel Premier ministre, sans parler de celui qui est dans l'intérêt public, est une idée folle. Les prétendants sont à la chasse au soutien pour atteindre le seuil des 100 parrainages requis d'ici lundi en début d'après-midi. Le nom du gagnant sera connu au plus tard vendredi prochain. Parmi les noms qui circulent, l'actuel ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt, coqueluche des militants conservateurs, l'ancien chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, et le toujours très populaire Boris Johnson. Il y a une réelle possibilité que Rishi Sunak soit rejoint par Boris Johnson dans un second tour pour devenir le prochain Premier ministre. Sunak et Johnson sont les actuels favoris parmi les députés conservateurs qui ont été les premiers à promettre leur soutien. Monsieur Johnson est toujours populaire parmi les membres conservateurs qui voteront en ligne la semaine prochaine. Moins de 2 mois après avoir quitté Downing Street, Boris Johnson pourrait-il être sur le point de revenir? Je pense qu'il est fort probable qu'il dépasse le niveau de soutien de 100 députés, qui lui permettra d'être inscrit sur le bulletin de vote. Et tous les sondages indiquent que s'il est sur le bulletin de vote, les membres voteront pour lui.
Je pense que ce serait un recul. Il a beaucoup de casseroles. Les événements des 12 derniers mois, alors qu'il était Premier ministre, n'ont pas construit le pays. Mais les choses ont été si mauvaises sous Liz Truss que beaucoup de gens le voient comme une couverture confortable. Quel que soit le prochain Premier ministre, il prendra la tête d'un parti miné par les divisions face à une opposition au plus haut dans les sondages, mais surtout d'un pays plongé dans une grave crise du coût de la vie. Une vague de cocaïne s'est abattue sur l'Europe. Tels sont les mots amers d'Europol, l'agence de police européenne, qui reconnaissait en mai dernier avoir sous-estimé le problème. Plus nombreux, mieux connectés, plus violents et audacieux, les réseaux de trafiquants se renforcent sur le continent. Les saisies records se sont multipliées en Europe de l'Ouest ces 4 dernières années. Environ 240 tonnes de cocaïne ont été saisies rien qu'en 2021. Cela indique qu'il y a beaucoup de cocaïne sur le marché. Les marchés européens de la cocaïne et de la méthamphétamine atteignent des niveaux records, grâce notamment à une production en hausse de coca au Pérou ou en Bolivie. L'agence onusienne contre la drogue et la criminalité souligne que la Colombie, premier producteur mondial, a battu en 2021 son record historique de surface cultivée avec plus de 200 000 hectares. Les dirigeants de l'Union européenne estiment que les faits donnent raison à leur feuille de route sur l'énergie conclue par les 27 lors du sommet à Bruxelles. Accord extrêmement important avec un effet immédiat puisqu'on a pu constater dans les dernières heures une baisse significative des prix, ce qui montre que agir dans l'unité, agir en européen a un impact et bien sûr nous allons rester mobilisés. Les chefs d'État et de gouvernement ont su préserver les apparences d'une Europe unie. Le principe du plafonnement des prix du gaz n'est pas exclu. Les 27 demandent à la Commission de travailler à l'extension du modèle ibérique qui encadre les coûts de gaz destinés à la production d'électricité. Mais ce projet est assorti de garde-fous voulus par l'Allemagne qui ne veut pas d'une intervention sur les marchés. Nous ne pensons pas que dans un marché mondial, nous puissions dire unilatéralement où le prix doit être. La seule chose que nous puissions faire est de lutter contre la spéculation sur le marché, qui donne des informations erronées sur les prix réels. Et c'est ainsi que l'on parle de pics, d'épisodes, de prix excessifs du gaz. Les 27 s'entendent aussi sur le principe d'achat commun sur une base volontaire. Cet outil permettra d'ailleurs à l'Union de peser de tout son poids commercial pour négocier avec ses fournisseurs fiables. Les dirigeants ont clôturé ce sommet sur les questions internationales et en particulier les relations avec la Chine. Face aux défis géopolitiques posés par Pékin, les 27 réaffirment leur volonté d'indépendance stratégique à travers l'énergie, la défense et l'innovation technologique. Depuis 1984, le prix Turner récompense tous les ans un artiste contemporain né ou vivant au Royaume-Uni. 4 finalistes ont été sélectionnés pour cette 38e édition. De la peinture traditionnelle en passant par des contenus vidéo et des performances artistiques, l'éventail est très large. La fine fleur de l'art contemporain britannique est à admirer actuellement à Liverpool avant la remise du prix en décembre prochain. Elle est l'une des plus emblématiques cathédrales espagnoles. Elle abritera une exposition intitulée L'homme mystérieux, fruit de 15 ans de recherche sur le Saint-Suaire de Turin, ce linceul qui aurait recouvert le corps de Jésus-Christ juste après sa mort. Une sculpture a même été réalisée pour imaginer à quoi aurait pu ressembler le prophète après sa crucifixion. C'est un rendez-vous phare du grand écran Méditerranée, le Cinémed. De l'Espagne à la Grèce, en passant par la Tunisie et Israël, il fallait bien cela pour ce festival international. Et pour la toute première fois, c'est un couple qui partagera le fauteuil de la présidence du jury.
L'actrice française Rachida Brakni et son mari Eric Cantona, l'ancienne gloire du football. En film d'ouverture, on retrouvera le film italien L'Immensità avec Penélope Cruz.